Question. Je vous écoute. C'est par rapport aux notes des TD. Vous pensez nous les fournir quand? Bientôt. Je galère un petit peu à essayer de corriger du document numérique. En plus, vous ne m'avez pas fait de cadeau dans le format, hein. Pour certains, c'est arrivé sur des formats d'images, d'autres des PDF plus ou moins bien structurés. Donc, dès que j'arrive à vous les corriger, je pense d'ici mercredi, eh bien, on pourra les avoir en notation et je vais en demander pour mercredi. Et je voulais savoir, vous avez bien reçu parce que je vous ai envoyé finalement un document avec toutes les photos réunies. Oui, Vous oui, avez, tout vous à avez fait, réussi à hein. faire Je reçois en général, le problème, c'est pas que de le recevoir, c'est de le traiter, hein. Comme je vous ai dit, quand on se retrouve devant des images très mal compressées, c'est-à-dire très grosses, avec des photos qui sont plus ou moins bien prises, le travail n'est pas toujours très facile. D'accord. C'est bon, alors aujourd'hui, on a pour objectif de changer, enfin, de continuer sur le cours. Et donc, je vais tout simplement, alors, faire ceci pour l'instant, ce qui devrait vous permettre de vous voir. Est-ce que, donc vous voyez un peu tous. Alors, ça ne m'arrange pas. Pourquoi est-ce que ça m'embête? D'accord, parce que j'ai mis zoom ici. Alors, 2 secondes. Donc, vous avez tous pris le poly. Oui. Alors, pourquoi cette fenêtre? Voilà, je la ramène ici. À un endroit où elle ne me dérangera pas. Donc, vous voyez tous, comme moi, cette figure qui fait partie du poly en paragraphe 1-2. Ouais. Tout le monde y est? Oui. Ouais. Oui. Donc, c'est parti. On va essayer de parler aujourd'hui du paramétrage des rotations, principalement en présentant le modèle de l'air, c'est-à-dire une façon très simple de paramétrer la rotation d'un solide par rapport à un autre solide dans le cas des mouvements de toupie. Alors, comme je vous l'avais peut-être déjà dit la dernière fois, hein, le paramétrage est à choisir en fonction du problème à traiter. Donc, le classique qu'on connaît le mieux, c'est les bateaux, les avions qui utilisent roulis tangage lacé, hein, parce que ce sont des angles naturels, hein. On est souvent à l'intérieur de ces bateaux ou avions, et ceci fait que l'axe de roulis, on voit bien ce que ça veut dire, hein, dans un bateau, hein, c'est une rotation autour de l'axe longitudinal du bateau. Le tangage, selon un axe orthogonal, et le lacet, c'est évidemment la direction que prend le bateau par rapport à la verticale, hein, qui est quasiment sa propre verticale, suivant comment on regarde le problème, suivant l'état de la mer, en fin de compte. L'idée, c'est que, il y a d'autres façons de le faire, hein. La plus simple au niveau conceptuel, c'est les angles de l'air, hein, du cher mathématicien Léonard Delair, hein, que vous connaissez bien grâce à votre professeur de mathématiques, hein, qui a eu la bonne idée d'utiliser ce nom pour le password de son site. Donc, ce que vous voyez en première figure, hein, je vais commencer à essayer de la noter, hein, et vous faites comme moi. Hein. L'idée, c'est qu'on va imaginer qu'il y a un solide auquel est associé un repère qui s'appelle le solide 3. Donc, je vais dessiner ce solide comme si c'était une toupie. Alors, vous essayez de faire mieux que moi, hein, si c'est possible. Hein. Donc, on va essayer de dessiner une toupie d'axe Z3. Hein. Donc, évidemment, ça, c'est le petit cylindre du haut qui me permet de faire tourner ma toupie. Ceci, c'est la partie conique de ma toupie. Et là, c'est la partie difficile, mais on va essayer de s'en sortir quand même. C'est la toupie en elle-même. D'accord, vous pouvez prendre une règle, vous, ça sera plus joli. Hein. Et ce qu'il faut penser, c'est qu'évidemment, à cette toupie, à cet objet, est associé un repère, hein, qui s'appelle évidemment Z3 pour l'axe de révolution de la toupie. Évidemment, vous pouvez repasser celui-ci en couleur. C'est un repère associé à la pièce 3 qui s'appelle, vous avez le nom ici, X3. Et vous avez évidemment la direction qui est ici, qui s'appelle la direction Y3. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, et c'est absolument impossible à voir, hein, si certains se disent, là, sur le schéma de gauche, je vois mal tourner les repères, on est typiquement dans un problème de représentation incomplète. On a 6 directions, représentées comme 6 directions indépendantes dans R3. Donc, on a X0, Y0, Z0, hein, comme une base, comme une représentation
Alors, comment on les appelle celles-là? Isométriques. Donc, les trois axes sont à 120 degrés. Hein. Évidemment, il faut imaginer que par rapport à ces trois axes à 120 degrés, il y a trois axes rouges qui s'appellent X3, Y3, Z3 qui sont complètement associés au mouvement de rouge. OK? Donc là, on a un contact ponctuel en Monsieur, haut. excusez-moi, c'est Ouais. quoi la pièce, enfin, ce que vous avez dessiné sur l'axe Z3? Toupie. Ah, c'est la toupie, d'accord. C'est la toupie, tout à fait. C'est l'objet auquel on peut penser pour parler le plus simplement possible des angles de l'air. Si vous voulez, c'est exactement ce qu'on utilisera aussi pour parler de mécanique céleste. Hein. Donc, l'axe de rotation de la Terre, on peut imaginer que c'est l'axe Z3. Et évidemment, celui-ci, dans son mouvement autour du Soleil, a aussi et va montrer les axes dont on parlera, que seront la rotation propre, la précession et la nutation. Mais pour nous, ce n'est pas très facile de s'imaginer que la Terre tournant autour du Soleil, hein, puisqu'on est un peu dessus. Donc, dans l'idée, on a plus de facilité à voir les toupies, puisque vous pouvez très bien avoir des toupies à domicile hein, et faire évidemment tourner ces toupies hein, et voir un petit peu ce qui se passe comme mouvement. Et on est dans le cas, pour une toupie, d'un contact ponctuel. Hein, ça veut dire qu'on a 5 degrés de liberté, 3 degrés de liberté en rotation, et évidemment 2 degrés de liberté en translation, qui sont les deux translations de direction x0 et y0. De façon réciproque, on peut dire aussi que la seule translation qui est bloquée par un contact ponctuel, c'est la translation de direction z0. Ok, donc il y a une condition, ce qui fait qu'il reste 5 paramètres indépendants, les 3 degrés de liberté en rotation et les 3 degrés de liberté en translation. Ok, tout le monde suit pour l'instant? Donc ça veut dire que Z3, Y3, X3, ils sont liés au rouge. mouvement de la toupie. À rouge, hein, c'est réellement le référentiel lié à rouge. Hein. Si vous voulez, là on pourrait très bien essayer de représenter, je ne vais pas m'amuser à le faire, le repère Y3. Je vais tenter un petit peu. Hein. Donc là, j'appuie tout doucement, hein, comme si c'était Y3 et Z3 qui sont associés au mouvement de la toupie. Donc quand on fait tourner la toupie autour de Z3, le référentiel X3, Y3 tourne autour de Z3. Mais évidemment, la toupie, elle peut faire d'autres mouvements. Elle peut par exemple tourner autour de Z0. C'est aussi un des mouvements qu'on lui voit assez couramment lorsqu'elle perd de la vitesse. Et évidemment, pour passer du mouvement de rotation autour de Z0 au mouvement de rotation autour de Z3 qui n'est pas Z0, il faut qu'elle puisse s'incliner. C'est la dernière mobilité qu'on va voir, qui est évidemment ce qu'on appelle la nutation. Alors, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, tous les mots que j'ai dit, je vais les écrire, on va les définir. Alors, quand on veut faire un paramétrage, comme j'ai dit, il y a plein de solutions possibles. Une des premières, c'est celle de l'air, hein, qui est une idée tout à fait démocratique. Quand je dis démocratique, c'est que vous allez voir qu'elle ne fait pas appel à plus du référentiel 0 que du référentiel 3. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'air se dit, en premier lieu, ce qui va m'intéresser, c'est lorsque Z0 est différent de Z3, de créer un vecteur normal à ces deux vecteurs. Donc, le voici, ce vecteur. Et comment on va pouvoir le créer? Tout simplement avec un objet que nous avons déjà manipulé, qui est le produit vectoriel. Donc l'idée, c'est qu'à partir du référentiel noir et du référentiel rouge, hein, le référentiel noir, c'est x0, y0, z0. Le référentiel rouge, c'est x3, y3, z3. Eh bien, nous allons créer un nouveau vecteur hein, qui n'est ni noir ni rouge. Hein. D'ailleurs, je vais pouvoir lui donner une autre couleur. Hop. Les couleurs, on va prendre du vert pour celui-ci. Et donc, on va créer un vecteur qu'on va appeler, alors j'espère que vous le voyez bien, x indice 1. Et ce x indice 1 va tout simplement être obtenu en faisant le produit vectoriel de Z0 par Z3. Alors, seule petite chose qu'il faut faire, c'est évidemment construire un vecteur unitaire. Donc, le vecteur x1, il va être ici. Hein. Je vais essayer de le mettre en couleur. Hein. Donc, il est vert, lui. C'est ni rouge, ce n'est pas un vecteur de noir ni un vecteur de rouge. Hein. Voici le vecteur x1. Et donc, ce que je disais, c'était qu'il fallait normer ce vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour normer ce vecteur? On va diviser par... Puis-je avoir une petite aide? Le produit des normes? Alors, pas exactement le produit des normes, ça ne serait pas sûr que ça soit unitaire dans ce cas-là. Mais la norme X1 de Z0 vectoriel Z3. Mais c'est déjà des vecteurs unitaires, non? Oui, mais il y a un sinus entre les deux. Ah oui, bien vu. Et oui.
si vous ne faites pas ça, en gros, la norme de ça, alors on est d'accord que ça fera norme de 0, norme de Z0 fois norme de Z3, mais il y aura le sinus de l'angle. La norme de ce truc-là va faire la valeur absolue du sinus de l'angle et on va se retrouver avec un vecteur unitaire qui est le vecteur x1 qui est dessiné ici. Alors, comme vous voyez, il est à moitié construit à partir du vecteur Z0 et à moitié construit à partir du vecteur Z3. Et une fois qu'on a cette idée, hein, c'est la seule idée qu'il faut avoir, il faut penser à faire ce produit vectoriel de Z0 vectoriel Z3 divisé par cette norme pour l'avoir unitaire. Une fois que vous avez ça, vous allez voir que tout se fait facilement. Je passe aux petites figures qui sont en haut de la page. Voilà la première que vous avez. Alors, comme je suis en vert, évidemment, l'idée, c'est de regarder la première rotation. Et la première rotation, alors je vais repasser en noir, hein, puisque je vais d'abord, évidemment... Alors, l'objectif, c'est tout simplement de mettre en place toutes les rotations planes. Donc, la première rotation plane, elle va se placer autour du vecteur, ici, qui va être le vecteur Z0. Évidemment, si c'est Z0 ici, ça, c'est X0, ça, c'est Y0. Qu'est-ce qu'on va trouver orthogonal à Z0? Eh bien, évidemment, on le sait très bien. C'est le vecteur qu'on a construit grâce au produit vectoriel, qui s'appelle X1. Et évidemment, ce vecteur-là, ce serait logique, si on le crée, de l'appeler Y1. Et donc, ça signifie que de façon encore assez logique, ceci, ça serait la même chose que Z1. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que le premier vecteur X1 qui a été construit grâce à Z0 et Z3 nous a servi à construire complètement la base X1, Y1, Z1, parce que vous êtes d'accord qu'une fois que j'ai imposé Z0 égale Z1, X1 étant imposé, on pourra construire Y1 comme le produit Z1 vectoriel X1. Et ceci nous crée bien une base orthonormée directe, qui est une base verte qui va paramétrer la rotation plane de vert par rapport à noir. OK? Une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous avez compris qu'on va réutiliser cette base verte en disant, bah, tiens, je connais deux vecteurs qui tournent, qui sont orthogonaux au vecteur x1. Donc ici, évidemment, je place la normale sortante qui s'appelle x1. Évidemment, les deux orthogonales à x1 sont y1 et z1. Z3. On va y arriver. Ici, évidemment, ce que je vais écrire en bleu cette fois-ci. Alors attention, c'est du bleu, c'est pas du noir. Hein, c'est peut-être pas très facile à voir. C'est un bleu un petit peu foncé. Si on voit la différence entre les deux. Ouais, c'est bon. Donc, évidemment, pour vous, hein, vous repassez en couleur. Hein. Ça va être ce qu'on va appeler Y2. Et évidemment, celui-ci, c'est celui qui va donner Z2, qui sera la même chose que Z3. Puisqu'on avait dit que Z0, c'était Z1. Si on regarde juste au-dessus, on l'a. Donc, en fin de compte, là, on retrouve l'angle entre Z1 et Z3. Et Z1 et Z3 sont bien les deux vecteurs orthogonaux à X1. Et ce X1, évidemment, on va pouvoir dire aussi que c'est la même chose qu'un vecteur qu'on va appeler X2. OK? C'est bon, je ne vais pas trop vite? Donc, on avait la première couleur, c'était noir. On a introduit un repère vert par construction de X1 et en faisant coïncider Z1 à Z0, ce qui nous a permis de construire Y1. Après, on s'est placé de normal X1. On avait évidemment Z0 qui était la même chose que Z1 et Z3 qui était dans l'orthogonale, puisqu'il est construit par produit vectoriel. Évidemment, ces deux vecteurs X1, Z1 nous permettent de construire Y1, on l'avait déjà. Le vecteur X2 et le vecteur Z2 nous permettent de construire Y2. Et voilà notre deuxième base plane complétée. D'accord? Et évidemment, on va passer à la troisième. Hein. On finit évidemment de bleu vers rouge, hein, donc de la précédente. Et la troisième rotation, qu'on peut écrire en rouge, je vais commencer d'abord par la faire en rouge. Alors, ici, évidemment, ça va être une rotation autour de la normale, sortante toujours, hein, c'est toujours les mêmes bases, Z3. Et ce qu'on voit, c'est que de façon assez logique, si Z3 est comme ceci, ceci sera évidemment X3.
avait Z2 égale Z3, hein, donc je rechange de couleur pour maintenant compléter tous les symboles qui sont liés à la base bleue. Le voici. Eh bien, on avait dit Z3 égale Z2, ce qui signifie qu'ici, évidemment, je vais avoir X2. Et ici, évidemment, je vais avoir Y2. D'accord? Alors, quel était l'intérêt de tout ce paramétrage, hein? C'était évidemment de nous permettre d'avoir transformé une rotation spatiale en la composée de 3 rotations planes. Une première qui se fait autour de Z0 égale Z1, la deuxième qui se fait autour de X1 égale X2, et la troisième qui se fait autour de Z2 égale Z3. On a introduit 3 bases fictives, la base 1, la base 2. On a introduit 2 bases fictives au milieu des 2 premières que nous avions pour faire apparaître 3 rotations planes. OK? Alors maintenant, on va leur donner des noms. Alors le plus simple est évidemment cet angle-là. Alors vous pouvez vous demander pourquoi je vais de 2 vers 3, hein, parce qu'évidemment, je veux paramétrer 3 par rapport à 2. Donc évidemment, il va falloir que je définisse quel est le nom de cet angle-là et cet angle-là. Alors, au niveau des notations, celui-ci, on l'appelle en général phi de t. Et comme c'est la rotation autour de Z3, eh bien, classiquement, on nomme ça la rotation propre. D'accord? Donc, la rotation propre, ça va être la rotation de la toupie autour de son axe Z3. Hein, c'est assez logique comme définition. La rotation autour de Z0 égale Z1, ça va être défini par la variable qu'on appelle psi, qu'on va nommer évidemment précession. Et enfin, la dernière rotation autour de X1, c'est le mouvement de basculement de la toupie. On le nomme en général θ. Et c'est évidemment la nutation. OK? Alors, on essaiera de les remettre sur la figure de tout à l'heure. Ce que je voudrais faire, ce serait 2 choses. La première, c'est d'expliquer. Alors, ça va être un petit peu lourd à écrire, mais c'est assez. Si on est parti de la base x0, y0, z0, et on est passé grâce à la variable psi de la base x0 égale x, alors x1, y1 et z1. Monsieur, Oui, du coup, c'est là où vous composez les rotations planes? c'est ça. C'est ça, chacune est une rotation plane. Un psi est une rotation plane, elle se fait dans le plan x0, y0, elle est donc psi point sera porté par z1, θ point sera porté par x1 ou x2, et phi point sera porté par z2 ou z3. D'accord, merci. Donc, évidemment, je suis passé à la base x2, y2, z2. Ceci, c'était grâce à l'angle θ. Et enfin, on ferme la boucle en disant qu'on est arrivé enfin sur la base qui nous intéressait, qui était la base x3, y3 et z3. Et ceci, c'est grâce à la rotation paramétrée par phi. Je change de couleur pour montrer simplement qu'est-ce qu'on a conservé à chaque fois dans la base, hein, c'est-à-dire l'équation de liaison. Eh bien, au départ, on a fait Z0 égale Z1. Donc, on a dit on conserve ce vecteur-là au départ. Après, on a conservé, alors je change de type de trait, X1 avec X2. Et à la fin, on a conservé Z2 avec Z3. Donc, à chaque fois, on a bloqué toutes les autres rotations. En faisant Z0 égale Z1, eh bien, on n'avait plus qu'une rotation possible autour de psi du plan XY. Grâce au blocage X1 égale X2, eh bien, on n'avait plus qu'une rotation du plan YZ grâce à θ.
Et enfin, en bloquant Z2 égale Z3, on n'a plus qu'une troisième rotation orthogonale de X2, Y2 par rapport à X3, Y3. Et enfin, ce que je peux écrire et que je vais écrire en noir maintenant, on voit maintenant tout simplement comment est-ce qu'on peut exprimer le vecteur vitesse de rotation de 3 par rapport à 0. Je l'écris en haut. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir utiliser ces 3 bases intermédiaires pour dire que la vitesse de rotation de rouge par rapport à noir, de 3 par rapport à 0, sera égale à la vitesse de rotation de 3 par rapport à 2, base fictive, mais qui évidemment fera apparaître le paramètre qui s'appelle phi point porté par le vecteur orthogonal, Z3, plus la vitesse de rotation de 2 par rapport à 1, celle-ci, elle va s'appeler θ point. Et évidemment, plutôt que de mettre x1, je vais remettre que les bases 0 et 3. Donc, je vais remettre la définition qu'on a pris tout à l'heure. Z0 vectoriel Z3, ça c'est un 3, sur norme de Z0 vectoriel Z3, plus évidemment la rotation de 1 par rapport à 0, qui est cette fois-ci psi point porté par le vecteur Z0. Vous voyez, je ne garde que 0 et 3. OK? Ceci, alors je vais tenter une petite chose. Je le surligne. Donc, ceci étant le vecteur vitesse de rotation. Hein. C'est sympathique de souligner. Ça me permet de badigeonner tout ça. Donc, tout ça, c'est ma formule. Hein. Ouais, il ne marche pas super bien la surligneur. Là. Bon. Est-ce que vous avez bien suivi? Donc, comme vous voyez, ouais, je vous écoute. C'est juste pour dire que j'ai bien suivi. D'accord, ben, c'est bien. Oui, moi j'ai une question, c'est par rapport à θ point. Ouais. On a mis que c'était sur Z0 vectoriel Z3 sur la norme de Z0 vectoriel Ouais. Z3. Ouais. Je n'ai pas compris pourquoi on a mis ça. Ben parce qu'il nous faut créer un vecteur pour porter le troisième axe de rotation. L'idée, c'est qu'on veut créer une base qui ne va pas en être une tout le temps, c'est-à-dire en gros 3 axes dans lesquels on va pouvoir porter nos 3 rotations planes. Et comme je disais, Euler, dans le type 1, parce qu'il y a plusieurs façons de faire du Euler, c'est ce qu'on appellera le paramétrage démocratique. Ça veut dire qu'on va prendre un premier vecteur sur la base 0, Z0, pour porter la première rotation. On va prendre un deuxième vecteur sur la base 3 pour porter la deuxième rotation. Donc, on en a donné un au départ, un à l'arrivée. Et on a construit de façon symétrique le vecteur x1 par le produit vectoriel Z0 vectoriel Z3. Donc, comme Z0 et Z3 ne sont pas confondus en général pour le mouvement des toupies, ça veut dire que ça fait bien une troisième direction qui forme une base. Cette base n'est pas orthogonale, hein, mais ça reste une base puisque Z0 et Z3 forment un plan et que le troisième est orthogonal à ce plan. On va en parler d'ailleurs tout de suite. D'ailleurs, c'est un petit peu le défaut de ce paramétrage-là, hein, c'est que si Z0 et Z3 sont confondus, eh bien, ce paramétrage perd de sa capacité à définir de façon unique le mouvement. Ça a une petite conséquence, ça. Je vais en parler rapidement, hein, c'est que vous savez que les avions sont des engins qui ont besoin justement de se repérer dans l'espace. Imaginez un pilote de nuit, hein, il n'a aucune notion de la verticale, du haut et du bas. Donc, on a la possibilité d'avoir des horizons artificiels et pour ceci, avant, on les réalisait avec des gyroscopes. Donc, le gyroscope, hein, c'est le principe gyroscopique, hein, une masse en rotation rapide garde toujours une direction constante au cours du temps. Et donc, en mettant une suspension à 3 degrés de liberté en rotation autour de ce truc-là, on pouvait mesurer la position dans l'espace de l'avion. Sauf que justement, on a ce problème que 3 rotations ne peuvent pas être rigoureusement indépendantes et qu'on a ce qu'on appelle les blocages de cardan. Blocage de cardan signifiant quoi? Signifiant qu'il existait des positions, alors pour les avions c'était en piqué, hein, où les deux axes étaient dans la même direction et on perdait l'unicité du mouvement. Donc, il pouvait y avoir des basculements de l'horizon artificiel de 180 degrés très facilement avec le problème mécanique d'indétermination de la position angulaire. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur le schéma 3D.
qui était… Ouh, non, il ne va pas me… Tac, ok. Je dois revenir à la diapositive précédente. Hop. Non, mais tu m'enlèves. Voilà. Donc, si on revient un petit peu sur ce schéma-là. Donc, si je reprends le signet, donc on avait vu que vert, c'était ce qu'on avait appelé X1. Donc là, si on regarde ce bel angle qui a l'air entre X0 et X1, celui-ci, on l'a appelé comment? Psi. Psi, c'est la précession. Hein. Donc on voit, hein, c'est le mouvement de la toupie autour de la droite Z0. Hein. Et donc on le voit défini ici de X0 vers X1. Donc ici, on voit la base Y0. Alors je vais remettre un petit peu des couleurs. Hein. Ça va vous permettre de vous poser les questions. Vous voyez quelques angles à poser. Hein. Donc je vais reprendre la couleur rouge hein, pour repasser mon axe, hein, pour évidemment bien faire comprendre que, eh bien, évidemment, la base X3 donc, est la base finale de notre système. Y3 est ici. Oups. Et évidemment, la direction Z3 est ici. Oui, mes droites ne sont pas hyper droites, je m'en excuse. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des vecteurs qui sont apparus ici, hein, qui n'étaient pas présents auparavant. Donc, ces vecteurs s'appellent comment? On va commencer comme ça. Alors, Donc, le vecteur, qu'est-ce qu'on avait dit? Ici, il nous manque quoi? On voit qu'il y a deux vecteurs qui ont l'air d'être non nommés ici. Lesquels sont-ils, à votre avis? Celui au fond là que vous pointez. Ouais, voilà, il y en a deux là qui ne sont pas définis. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors celui-là, ça va être Y1. Alors, celui-ci serait Y1. Et celui en haut, ça serait Y2, je dirais. Ouais, ça doit être tout à fait ça. Alors, on va pouvoir vérifier ça par rapport aux angles. Hein. On avait vu que l'angle entre Z0 et Z3, c'était l'angle de nutation, θ. Mais parce que ceci avait été obtenu par Z0 égale Z1. Donc, ça veut dire qu'ici, on retrouve la base verte, hein, en fin de compte, en partie. On pourrait remplacer ce noir par vert. Hein. Je ne vais pas le faire vu le temps que je mets pour passer les axes. Donc, ça serait Z0 égale Z1. Ici, on retrouverait X1 et évidemment ici Y1. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'angle entre Y0 et Y1, le grand qui est à l'extérieur ici, c'est encore une fois psi. Puisqu'on part de Y0 vers Y1, c'est la même chose que celui-ci de X0 vers X1. Θ était l'angle entre Z0 et Z3, donc c'est aussi le même angle qu'entre… Alors, on en a… Z1 et Z2. Alors, Z1 et Z2? Oui. Alors, Z1… C'est l'angle qu'on a défini, oui, entre Z1 et Z2. Excusez-moi, Y1 et Y2. Oula. Exactement. Ouais, je comprends les lettres. Donc, entre Y1 et Y2, c'était bien… Alors, je ferme un petit peu ça pour revoir mon paramétrage que j'avais fait dans la… D'accord, je ne l'ai pas. C'était θ, monsieur. C'était Ouais, θ entre… Oui. C'était θ. Donc, ici, on a θ. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'angle entre X1, dont on a dit que ce serait la même chose que X2, X2, X3. Donc, celui-ci, c'est phi entre X2 et X3. Et évidemment, entre Y2 et Y3, c'est phi aussi. D'accord? Donc, je le reprends ici. X0, X1, c'est psi. On retrouve de la même façon entre Y0 et Y1, les deux orthogonales. Dans l'autre plan, on a donc phi qui fait passer de X2 vers X3, comme de Y2 vers Y3. Et enfin, on a θ qui permet de passer de Y1 vers Y2, ou de Z1 vers Z2. Il se trouve que Z1, je rappelle l'équation de liaison, hein. Z0, c'était la même chose que Z1. Et on avait dit que de façon identique, Z3, c'était la même chose que Z2. Z2, c'est ce qu'on avait vu, ça? Oui. Monsieur, excusez-moi, il est où X2 là? Je vois pas bien. X2… Égal à X1, non? X1. Alors, ouais. Et oui, ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a construit ce vecteur, on l'a mis aussi égal à X2.
pour faire la deuxième rotation. Je rappelle, ce qu'il faut bien fixer dans les idées, c'est que la rotation, elle a 3 directions dans ce repère, Z0, Z3, X1. Ces 3 valeurs s'appelant autour de Z0 la précession, autour de Z3 la rotation propre, autour de X1 la nutation. Vous voyez, notre représentation, c'est qu'on pourrait dire autour de cet axe, comme ceci, c'est θ. Autour de cet axe, comme ceci, c'est psi point. D'accord? Et évidemment, autour de cet axe, c'est la rotation propre, phi. Ouais. Sarah, je vous vois bien pensive. J'allais dire justement, j'ai pas compris. Ce que je disais, c'est que j'ai représenté ici les projections planes, enfin les projections dans ce plan où on dessine des 3 angles que sont psi, la précession, phi, la rotation propre, et θ, la nutation. Et ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas oublier que, comme on a dit ici, je passe ensuite, la rotation phi point va être paramétrée par l'orthogonale. Je fais apparaître mes figures, ça sera un peu plus propre. Je vous rappelle que classiquement, la rotation de 1 par rapport à 0, ça sera psi point porté par Z1. Donc, je peux aussi représenter quelque part, je refais ici, alors, voilà. Je peux aussi représenter ça en disant, là, j'ai la rotation θ point qui se fait autour de la direction de X1. Ici, j'ai la rotation phi point, qui est la rotation propre qui se fait autour de Z3. Et j'ai la rotation psi point, qui est la rotation qui se fait autour de Z0. J'ai représenté simplement les vecteurs, les composantes du vecteur vitesse de rotation dans les 3 directions. Il faut imaginer que si vous avez un vecteur vitesse de rotation quelconque, eh bien, vous pouvez le décomposer dans cette pseudo-base. C'est une base, le nom pseudo-base ne devrait pas être utilisé, c'est juste qu'elle n'est pas orthonormée directe. Et évidemment, dans cette base, il y aura une composante selon Z0, une composante selon Z3 et une composante autour de X1. Et il se trouve que pour une toupie, on dit que la toupie nute, quand elle passe de la position verticale à une position où elle s'incline, c'est pour ça que c'est θ point qui caractérise cette nutation. Évidemment, phi point, c'est la rotation propre, qui sera d'autant plus importante que l'effet gyroscopique sera important. C'est la rotation de l'objet autour de son axe de révolution. Pour nous, par exemple, si c'est dans le référentiel terrestre, c'est la rotation phi point qui vaut normalement 1 tour par jour. OK. Et θ point, c'est l'inclinaison de l'axe de la toupie par rapport à la verticale. Donc, dès qu'il s'incline, il fait apparaître une composante θ point selon la direction X1. OK. Et si je reviens sur celui d'après, on avait bien dit que Z3 est égal à Z2. C'est ce que j'avais commencé à écrire ici. Donc, vous voyez bien qu'ici, on est entre Z1 et Z2, d'où le fait qu'il y a θ. On est entre Y1 et Y2, d'où le fait qu'il y ait θ. On est entre X2 et X3, d'où le fait qu'il y ait phi. On est entre Y2 et Y3, d'où le fait qu'il y ait phi. Est-ce que ça marche? Ouais. Alors, vous voyez pourquoi il est démocratique, c'est ce que je disais, c'est que vous avez pris une direction qui appartient à 3, Z3, une direction qui appartient au solide 0, Z0, et vous avez construit avec Z0 et Z3 une 3e direction. Inconvénient de ce paramétrage, Z0 vectoriel Z3 n'est pas toujours défini. Évidemment, si Z0 est collinaire à Z3, cette direction n'existe pas. Et ceci signifie que le paramétrage est un peu bloqué. C'est ce que je vous ai dit, c'est le phénomène que je vais écrire ici. Si Z0 est collinaire à Z3, on obtient un problème de non-définition. De Z1, de X1, pardon. Et comme je vous ai dit, on trouvera ça sous la forme de blocage de cardan. Vu qu'on va en parler après. Monsieur? Ouais. Un cardan ou une. Enfin, non, je crois que c'est un cardan. Ouais. C'est une pièce mécanique? Ouais, c'est ce qu'on appelle les suspensions à la cardan. C'est 3 rotations concurrentes, vous savez, c'est comme le gyroscope que je vous avais montré en salle de TP2SI.
Ah oui. Ok. Si je vous l'ai montré, hein, vous avez Ouais. tout simplement 3 axes de rotation qui sont concurrents. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut en assurer 2 orthogonaux, mais pas le troisième. Dans certains cas, il y en a 2 qui sont collinéaires, et dans ce cas-là, il y a 2 rotations possibles qui peuvent se faire. C'est un petit peu comme un degré de liberté supplémentaire qu'acquiert le système pour une position particulière, comme un peu un point mort. Ok. Monsieur, c'est comme les moyeux dans les voitures aussi, non? Oui, C'est des tout à cardans. fait. Ou Après, les on prises va de en force arriver. sur les tracteurs aussi derrière. Exactement. Je vais en parler quand on va faire la fermeture. Tout à fait. Les cardans sont aussi des outils classiques de la mécanique qui est utilisée en transmission de puissance, quoi. Alors maintenant, je vais vous demander de prendre une petite feuille de papier parce qu'on va faire un petit paragraphe 1-2b, entre guillemets, hein, où on va essayer de parler des rotations de façon complètement différente, tout simplement en introduisant la notion de quaternion. Alors, comme je le disais, hein, c'est un paragraphe qui est toujours dans la composition des angles. On va encore parler d'angles, hein, mais on va en parler avec le point de vue mathématique hein, des quaternions. Alors, je vais commencer par, pour ne pas balancer trop de choses, hein, ça va aller vite quand même, hein, ce n'est pas explicitement votre programme, mais je le fais parce que c'est réellement la façon moderne qu'on a de gérer les rotations. Est-ce qu'on va noter tout ce que vous allez écrire là? Sur une feuille de papier à côté. Ok. Complètement. Hein. C'est tout un paragraphe supplémentaire, hein, je ne l'ai pas introduit dans le cours dès le départ, hein, mais on va en parler rapidement parce que bah, vous allez voir que vous avez la notion mathématique déjà en vous. Je vais poser un problème simple. Hein. On va imaginer un repère, hein, classiquement, hein, qu'on va appeler X, Y, Z. Hein. Donc, évidemment, je dessine ce qui est dans le plan et dans l'orthogonale du plan, le Z. Je change de couleur pour pouvoir représenter cette fois-ci un vecteur hein, qui va être rouge, comme ça on le verra bien. Donc, on peut imaginer que dans ce plan, on va avoir un vecteur V. Et je vous pose la question, comment essayer d'exprimer. Alors, donc, on a les coordonnées de V dans XY, hein, si nécessaire. Hein. Je veux dire, vous pouvez décomposer votre vecteur V dans la base XY. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Et la question est très simple, hein, c'est de vous demander comment est-ce qu'on va pouvoir trouver les coordonnées. Alors là, oups, je l'ai fait quand même un petit peu orthogonal, ce qui n'est pas spécialement ce que je voulais faire. Voilà. Donc, je reviens à mon stylet qui est toujours rouge. Donc, on va le mettre, par exemple, ici. Hein, donc, même vecteur V qu'on va noter V', qui va tout simplement être la transformation du vecteur V par un angle qu'on va appeler θ. Et donc, la question est assez simple. Comment est-ce que vous connaissez les coordonnées ou les composantes de V' par rapport à celles de V? Monsieur Mussard, que je vois en haut de la liste, hein, je ne sais pas pourquoi, vous êtes sur la caméra en haut. Hein. Quelle serait l'idée que vous pourriez avoir pour essayer de trouver la relation entre V', V et θ? Je sais pas. Ah, Utiliser l'angle créé entre les deux avec le produit vectoriel, voilà. ouais, donc ça va prendre d'avoir des sinus θ, mais bon, on pourrait se dire qu'on peut aussi faire un peu de Pythagore, il y a des triangles rectangles un peu partout, et donc si on appelle alpha l'angle qui est ici, ici on aura alpha plus θ, on aura des cosinus et des sinus, hein, donc on devrait arriver à avoir les expressions de V' en fonction de V, hein, assez facilement et de θ. Hein. Mais ça va quand même être lourd, il va falloir travailler dans plein de triangles rectangles. On sait que la longueur de V est la même longueur de V', puisqu'il y a juste une rotation pour passer de V à V'. Mais je cherche une façon élégante et rapide d'exprimer ça. Avec le produit scalaire, on a l'aire du parallélogramme que forment V et V'. Ah, plus simple encore. Vous avez un super. C'est pour des Je vous vectoriels. rappelle. Non, mais sans aller chercher. C'est pas moi qui ai introduit cet outil. Enfin, je fais appel aux mathématiques là. On le met dans un plan. Comment est-ce qu'on représente une rotation? On a dit que nous, on pouvait la représenter par un angle, mais dans le cas d'une rotation plane, on a quand même un super objet dans le plan affine, enfin dans le plan. Une dérivation, non? Hein? Une dérivation? La dérivation, ça va nous donner des orthogonaux. Un Hein? complexe. Bah oui! Les complexes!
Le module, l'argument. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut écrire de façon assez simple? C'est que exponentielle de iθ, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un truc qui va conserver le module, puisqu'ici, je peux dire que c'est comme si j'avais un 1. Donc, en gros, ça n'augmente pas la longueur du vecteur, puisque le module est de 1. Par contre, multiplié par exponentielle iθ, ça veut dire que ça va faire quoi? Bah, que Donc, ça ça va va faire, prendre une fonction de θ. ça va augmenter, c'est-à-dire que si on fait l'hypothèse, par exemple, que V est un vecteur qu'on exprime par sa forme polaire ρ exponentielle et I alpha, alpha étant évidemment cet angle-là, et ben vous voyez bien que V' pourra être écrit tout simplement comme exponentielle de I θ fois V. Vous voyez, magnifique relation entre deux vecteurs. Hein. Alors, attention, exponentielle iθ, c'est un... Alors, oui, là, je ne devrais pas écrire ça comme ça. Oui, excusez-moi, je vais enlever les... Alors, je ne sais pas s'il va me le permettre, hein, les flèches. Hein. Alors, je vais remettre le V'. Hein. Hop. Donc, on peut exprimer que V' est égal à V exponentielle iθ. Hein, c'est-à-dire que si je remplace ça, on va bien avoir un truc qui s'écrit ρ exponentielle de I facteur de θ plus alpha. Ah oui, et iθ facteur de EI alpha, hein, je mets en facteur I, ça me fait bien le même vecteur qui est V', qui a un module qui est toujours ρ, qui cette fois-ci est dans l'angle exponentiel I θ plus alpha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ayant fait, si on fait une application, ça veut dire que si je vous donne un vecteur quelconque, ça vous semble pas naturel ça? Il manque pas un prime sur votre V, monsieur? Là, je l'ai mis. Hein. Non, juste à côté. Alors là, j'ai dit que c'était exponentielle iθ fois V. Ah oui, d'accord. Le vecteur tourné est égal à la rotation. Hein. Ça, c'est en gros l'image d'une rotation de l'angle θ. Hein. Exponentielle et iθ est tout simplement ce qui va permettre de faire tourner des vecteurs très facilement dans un plan. Multipliant par exponentielle et iθ, un vecteur va tout de suite être tourné de θ, hein, puisque ça ne change rien au module et que ça rajoute θ à l'argument. Il ne faut pas une flèche sur le V'. Ici, là, sur la deuxième Oui. écriture? Oui. Je les ai enlevés pour une raison très simple, c'est que si j'écris V' égale exponentielle iθ fois V vecteur, ça veut dire qu'il existe un scalaire qui dit que ces deux vecteurs sont collinaires. Ouais, ok. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber la notation vecteur. Alors là, par contre, quand j'écris ça, c'est pareil. Il faudrait que j'enlève mon... voilà. Ah, ok, V, d'accord. voilà. V s'écrit comme ceci. Hein. Mais vous allez voir, hein, ça signifie quoi? Ça signifie qu'a priori, je peux très facilement prendre un exemple de vecteur. Hein. Hop. Donc, j'écris en rouge. Hein. Si je prends un vecteur, par exemple, de coordonnées 1 et 2, si je considère un angle θ, par exemple, de 45 degrés, hein, c'est assez simple, hein, ça veut dire qu'exponentielle iθ, ça sera quoi? Alors, V, c'est le vecteur 1, 2. Ce vecteur, il faut le transformer dans le plan affine. Voilà un petit peu la difficulté. Donc, dans le plan affine, c'est quoi ces coordonnées? Donc, ça, je rappelle, c'est les parties réelles. Hein. Je vais mettre un peu ça en couleur. Hein. Hop. Alors, je ne le fais pas aussi bien que le fera un matheux, évidemment, ça manque de rigueur, peut-être. Ça, c'est en général, dans le plan affine, la partie réelle, et ça, c'est évidemment la partie imaginaire. Donc, le vecteur 1, 2, dans cette représentation complexe, je reviens en rouge, il est évidemment représenté par le vecteur 1 plus 2 i. D'accord? Le exponentiel iθ, ça va être quoi? Cosinus θ plus i sinus θ. Vous voyez? Cosinus θ, c'est cosinus 45. Donc, ça veut dire racine de 2 sur 2 plus i fois racine de 2 sur 2. OK? Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Bah, si je cherche la coordonnée du vecteur V', bah, V' sera tout simplement égal à exponentielle iθ fois V.
Donc, ça sera racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i, hein, j'ai simplifié, facteur de 1 plus 2i. OK? Monsieur, Ouais, c'est un peu comme les similitudes directes, non? bah oui, D'accord. C'est ça, en fait, on est bah d'accord? oui. Donc, si je reviens et je termine mon calcul, hein, vous voyez, là, je fais bêtement du nombre complexe, hein. Et bien évidemment, le produit de nombres complexes est un nombre complexe. Donc, la partie réelle, ça sera 1 plus 2i carré. Donc, on va obtenir évidemment moins 1. La partie imaginaire, ça sera i plus 2i. Donc, plus 3i, c'est ça? Ce qui me permet de conclure tout de suite que les coordonnées du vecteur v' seront, alors je vais garder mon racine de 2 sur 2 ici, moins 1, 3. Moins 1 partie réelle, 3 partie imaginaire, évidemment, j'ai mis le racine de 2 sur 2. OK? Vous voyez que c'est quand même super sympathique de passer par les complexes pour gérer les rotations, puisque bah, c'est l'outil de base qui marche très bien. OK? D'où l'idée et le petit écriteau qui est ici. Hein. Alors, cette pierre hein, est accrochée à un pont de pierre en Angleterre. Et donc, comme il est marqué ici, hein, donc ici marchait le 16 octobre 1843 Sir William Rowan Hamilton, qui eut un flash de génie en découvrant la formule fondamentale de la multiplication des quaternions i carré égale j carré égale k carré égale ijk égale moins 1, et l'a gravé sur une pierre de ce pont. Donc ça, c'est la partie historique. Ça signifie quoi? Ça signifie que les matheux, ils avaient inventé les nombres complexes et s'étaient aperçus assez rapidement qu'ils étaient très pratiques pour faire tourner des vecteurs dans les plans. En gros, en prenant le plan complexe, et bien très facilement, en multipliant par une exponentielle complexe, on fait tourner facilement des vecteurs. La problématique était assez simple, hein, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil en 3D? Vous savez, la vision unificatrice des matheux, hein, toujours très importante. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose qui nous fasse exactement la même chose, mais pour la 3D, pas uniquement pour le plan, quoi. Faire tourner des vecteurs dans un plan, encoder le plan complexe, mais est-ce qu'on ne pourrait pas définir un truc qui marcherait aussi en 3D? Et il faut quand même signifier que ça a pris quand même 20 ans à cette personne. Hein. Donc, Sir William Rowan Hamilton hein, a quand même mis à peu près 20 ans de recherche, parce que c'est des matheux, hein, il fallait qu'il démontre plein de choses, il fallait qu'il ait les idées, hein, c'était des choses qui n'avaient pas été encore inventées à l'époque. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu le résultat de son travail. Monsieur, Ouais. je comprends pas l'équation qu'il a écrite. Ouais. Parce On va rentrer dedans. Hein. D'accord, ok. On va rentrer dedans. Hein. Donc, pourquoi il a mis 20 ans? Parce qu'il avait fait une première erreur au niveau des dimensions. C'est-à-dire qu'il s'était dit assez naturellement, il me faudra 3 vecteurs, enfin, il me faudra 3 paramètres, puisqu'il savait très bien que les rotations étaient de dimension 3, donc il cherchait 3 paramètres. Et donc, voilà où est le problème, c'est que si on veut faire une théorie, il en faut 4. Et on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un quaternion. Donc, on va dire Q est un quaternion. Hop. Si et seulement si il existe A, B, C, D appartenant à R, tel que Q s'écrivent A plus. Alors, c'est parti. On pourrait se dire, comme si on faisait des complexes, on va avoir B fois I. Mais voilà la grande idée. On va rajouter C fois J plus D fois K. Qu'est-ce que sont IJK? Ce sont 3 nombres complexes tels que le carré de I est égal à moins 1. Là, je commence comme ça.
qui est évidemment la même chose que le carré de J, qui est évidemment la même chose que le carré de K, qui est évidemment la même chose que la liaison qu'on va trouver entre ces objets, qui sera I fois J fois K. Voici ce qu'on appelle un quaternio. Donc, je change de couleur. Hein. Voici cette formule. Hein. Il l'a gravée sur le pont. Hein. C'est l'idée qui lui avait manqué. Hein. Alors, on va commencer à regarder ça déjà un petit peu. Hein, Monsieur, ouais. pourquoi il avait gravé sur un pont, le mathématicien? Parce Il qu'il était dans un livre ou dans un truc? Alors, il l'a aussi sur la tombe. Il l'a sur sa tombe aussi. Hein. C'est sa formule. C'est-à-dire que l'idée d'avoir pu prendre 3 nombres complexes, alors, entre guillemets, I carré égale moins 1, c'était déjà une idée qu'on avait déjà. J carré égale K carré, on l'avait aussi. Hein. Mais ce que vous voyez, c'est que IJK donne aussi moins 1. C'est-à-dire que le produit de I fois J fois K fera aussi moins 1. Et ce qui signifie des choses assez simples, comme par exemple I fois J, ça fait K. Et c'est tout à fait cohérent avec ce IJK égale moins 1, parce que si vous faites I fois J, K, vous remplacez IJ par K, ça fait K carré, et ça fait encore moins 1. J fois K, ça fait I. Et vous vous rendez compte que ça ressemble de plus en plus à des vecteurs dont on fait les produits vectoriels. Mais on n'écrit pas du tout de flèches sur ce truc-là. Par contre, on regarde cet objet-là, un quaternion, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il a quoi? Eh bien, un scalaire ici, qu'on appelle la partie réelle du quaternion, et qu'ici, il comporte, entre guillemets, 3 composantes qui sont assez logiquement appelées la partie vectorielle de ce quaternion. Monsieur, la petite barre à côté du signe réel, c'est quoi? Alors, attendez, partie vectorielle. Alors, vous me dites la petite barre à côté, le slash, on va dire, à côté du R alors, réel. Q est un quaternion si et seulement s'il existe A, B, C, D appartenant à R tel que. Q s'écrive. D'accord. C'est tel que. Hein. Je ne sais pas, vous ne le notez pas comme ça? Non. Bon. Ça veut dire privé 2, ça. Ah. Non, c'est dans l'autre sens, autant pour moi. C'est un backslash privé 2. D'accord. Et le slash comme ça? Non, tel que, on met une barre droite en fait. Ah, d'accord. Mais c'est pareil. Ou alors une virgule, qui veut dire tel que. D'accord. C'est-à-dire que vous me diriez que. Hop, dans une phrase, on ne met pas une barre, on met une virgule. Ouais. Mais ça, c'est des détails. Oui, si vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Alors, ça, on a quand même été sympathique. Alors, on ne va pas l'appeler, c'est un corps non commutatif. Alors, ça va être une des petites difficultés. Comme les rotations. Faire une rotation autour de X et une rotation autour de Z, ça ne fait pas la même chose que de faire une rotation autour de Z et une rotation autour de X. Et comme quand même Hamilton y a donné 20 ans de sa vie, hein, ceci s'appelle H, le corps des quaternions. OK. Alors, ce que vous voyez, c'est que donc, un quaternion, il a une partie réelle. Donc, en gros, une partie comme on connaît, un réel classique. Hein. Donc, en gros, les réels sont inclus dans le corps des quaternions. Hein. Il suffit simplement de mettre B égale C égale D égale 0. Et vous avez les réels. Si vous faites juste C égale D égale 0, bah, vous avez les complexes. Et si vous gardez les 4 coefficients, bah, vous avez les quaternions. Quaternions qui, comme ils comportent une partie réelle, peuvent s'écrire alors sous la forme A, V. V étant égal à quoi? Ben, ça sera la partie entre guillemets vectorielle du quaternion. Ça veut dire que ça sera B, C, D. OK? Alors, c'est un peu bizarre d'écrire un vecteur comme ça qui contient B, C, D, mais vu que c'est une partie vectorielle qui a de dimension 3, vous allez voir que c'est assez logique. J'essaie de réécrire un peu mieux là. Est-ce que ça suit toujours? Oui. Oui. Bon. Alors, c'est pas encore du demi-plan de Poincaré, ou ça, je ne sais pas. Donc, on va aller maintenant, avec cette idée-là, regarder une première chose qui est le produit de deux quaternions. Donc, l'idée est assez simple, c'est qu'est-ce que c'est que Q1? Monsieur, vous êtes allé un petit peu vite, j'ai juste pas eu la fin de Ouais. la télé. Très facile pour ça. Merci beaucoup.
Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'un quaternion, c'était de dimension 4 avec une partie réelle, petit a, 3 parties réelles, entre guillemets, qui forment ce qu'on appelle la partie vectorielle du quaternion, hein. BI plus CJ plus DK, IJK étant les 3 nombres complexes tels que I carré égale J carré égale K carré égale IJK égale moins 1. Mais monsieur, Ouais. Vous avez noté quoi pour le vecteur V? BCD. C'est les 3 coordonnées, Ah oui, B d'accord, ok. selon I, C selon J et D selon K. je comprends pas. Est-ce qu'on peut faire des calculs avec ces nombres IJK? Bah oui, bien sûr. Parce que si on fait I carré fois J carré fois K carré, Bah, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça doit faire moins 1. ouais, ça veut dire que le carré de IJK, c'est égal à IJK. Alors, le carré de... Non. Le carré de IJK, c'est IJK carré. Bah si, chacal. En gros, ça fait I carré, J carré, K carré, et Alors, ça attention. fait IJK, quoi. Faites attention, vous n'avez pas le droit à la commutativité. Hein. Mais on peut faire des calculs avec ces trucs-là sans difficulté. Hein. On mettra un peu les mains dans le cambouis si vous voulez. Hein. Vous allez voir, ça marche tout seul. Hein. Ok. Et ça marche tout seul assez magnifiquement. C'est pour ça que ça mérite un petit peu de présentation, surtout pour des élèves ayant... Donc, je continue un peu avec cette histoire-là et vous allez voir en quoi c'est assez sympathique. Donc, c'est bon, je passe à mon tableau. Et admettons qu'on veut faire le produit. Alors, le produit, on va le noter comme ceci. Hein. Le produit de Q1 fois Q2. Excusez-moi, Q1 fois Q2. Donc, on va essayer de retrouver la formule, sachant que ça signifie quoi? Ça signifie que Q1 est un quaternion avec une certaine partie réelle que je vais appeler A1, une partie vectorielle que je vais appeler V1, et que j'essaie de me demander qu'est-ce que ça fait le produit de ce quaternion par un deuxième quaternion dont la partie réelle va s'appeler A2, dont la partie vectorielle va s'appeler V2. Évidemment, c'est stable. Ça veut dire que le produit de deux quaternions, ça doit faire un quaternion. Ça signifie qu'évidemment, si je veux écrire ça, il faudrait que je développe A1. Alors, je vais le mettre en dessous, mais je ne vais pas le faire complètement. Il faudrait imaginer ici que vous avez un truc qui s'écrit A1 plus B1 I plus C1J plus D1 K et que vous faites le produit de ça par un truc qui s'écrit A2 plus B2 I plus C2J plus D2 K. OK? Donc évidemment, ça nous fait 16 termes. Mais on va voir que comme par hasard, tout ça, c'est déjà... En première idée, quelle est la partie réelle du produit? On voit très bien qu'il y aura un premier terme, ça sera A1 fois A2. OK? Donc ça veut dire que la partie réelle, on peut déjà commencer à écrire qu'il y aura obligatoirement le produit des parties réelles. Oui? Vous avez bien vu que si je fais le produit de ces 4 termes par ces 4 termes, il y aura A1 fois A2, après que ça sera A1 fois la partie vectorielle qui ne sera qu'un vecteur, il va y avoir la partie vectorielle fois A2 qui sera obligatoirement un vecteur, et après, qu'est-ce qui va pouvoir rester? B1 fois B2 I carré, qui fait moins 1, C1 fois C2 fois J carré, qui fait moins 1, D1 fois D2 fois K carré, qui fait moins 1. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Ce n'est rien d'autre que moins le produit scalaire de V1 par V2. Et on a fini la partie réelle de notre produit de deux quaternions. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on avait multiplié A1 par ce vecteur. Donc, c'est une façon d'obtenir un vecteur, hein, c'est de faire le produit de A1 par V2. Donc, la partie vectorielle sera tout simplement A1 fois V2. On peut aussi obtenir une partie vectorielle en faisant A2 fois V1. Et enfin, je rappelle une propriété fondamentale qui va nous permettre d'obtenir la fin du résultat.
le produit de deux quaternions n'est pas symétrique. Oui, puisque c'est pas commutatif. C'est pas commutatif, ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme petit objet qu'on a déjà défini, qui n'est pas commutatif? Produit vectoriel. Eh ben voilà, vous avez gagné. Si vous faites précisément le calcul, eh ben vous aurez qu'il suffit de rajouter le produit vectoriel de V1, V2, et vous avez la partie vectorielle du produit des deux quaternions. Et là, on ne peut pas quand même ne pas s'arrêter et se dire c'est joli. Parce qu'en définissant ces trois nombres complexes, ils tombent un peu de nulle part. Hein. Bon, le premier, déjà, il était tombé dur. Hein. Je ne sais pas si vous avez digéré très facilement les complexes, mais ce n'est pas non plus d'une simplicité enfantine. Mais une fois que vous avez digéré ça, on va en voir deux de plus. Faire le produit de ces deux objets avec cette drôle de règle IJK égale -1, et ben vous obtenez que le fait que, grosso modo, quand vous faites le produit et que vous regardez ça sous l'aspect partie réelle, partie vectorielle, eh bien, vous avez une partie réelle qui est obtenue en faisant ce qu'on sait faire, un produit de deux scalaires, ou bien un scalaire résultant du produit vectoriel des deux choses. Donc, premièrement, vous voyez, je vais mettre un tout petit peu de couleur sur cette formule pour l'expliquer selon moi. Hein. Donc, dans la couleur, je vais mettre un petit peu de rouge. Hein. Vous voyez très bien qu'ici, vous avez un scalaire. Hein. Donc, le scalaire obtenu par le produit scalaire des deux parties vectorielles. Ici, vous avez la loi de composition interne, un scalaire fois un vecteur, un scalaire fois un vecteur, et le produit vectoriel. Donc, vous retrouvez le produit scalaire et le produit vectoriel, simplement en faisant la produit de ces deux objets. OK? Donc, vous voyez que c'est en sorte, c'est un truc qui marche très bien et qui, en plus, va être naturellement non commutatif à cause de V1 vectoriel V2. Hein. Évidemment, la partie vectorielle de Q1, Q2 n'est pas la même partie vectorielle que Q2, Q1, au fait que V1 vectoriel V2 sera égal à -2 V2 vectoriel V1, et donc, ça ne sera pas commutatif. Et enfin, voilà la partie finale de cette histoire-là. Hein. Je reprends du noir hein, pour expliquer tout simplement que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et ça va être un peu une définition. Hein. Monsieur, ouais. vous pouvez juste me réexpliquer rapidement, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi on rajoute V1 vectoriel V2. Alors, pourquoi ça ne suffit pas d'écrire pour la partie vectorielle A1 V2 plus A2 V1? Alors, on voit assez bien qu'il y a du A1 fois tout ce terme-là, plus du A2 fois tout ce terme-là. Oui. Et après, il va y avoir évidemment des termes qui vont pouvoir se calculer en, par exemple, B1I, facteur de C2J. Ah, et oui, ok. IJ, ça va faire du K. Donc, on va retrouver un terme en B1, C2 porté par K. Et si vous regardez, on va pouvoir trouver un peu le même qui sera le C1, B2, J scalaire I qui va faire du moins K. D'où l'idée qu'on va retrouver évidemment toutes les composantes du produit vectoriel. Ok, merci. Ça veut dire que brutalement, faites le calcul de tout ça et vous allez retomber sur la formule du haut. Vous êtes passé par 16 termes et les 16 termes vont se ranger sous cette belle forme mathématique où on n'utilise que des objets de haut niveau, c'est-à-dire le produit scalaire entre vecteurs et le produit vectoriel entre vecteurs. Et une fois qu'on a cette chose-là, eh bien, on peut arriver que toute rotation donc de R3 est représentée par un quaternion unitaire. Hop. Que j'écris ici, cos θ sur 2 en partie réelle, n sinus θ sur 2 en partie vectorielle, pour une rotation qui sera tout simplement autour d'une normale n, on fait tourner de θ. Ça, c'est évidemment un quaternion, qu'on peut noter Q étoile parce qu'il est unitaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça sort d'où le θ sur 2? Alors, ça sort d'où? Je vous rappelle que dans le plan, on a écrit que V',
c'était exponentielle EIθ fois V. On a dit, il suffit de multiplier par exponentielle Iθ pour faire, en fin de compte, tourner le vecteur V en Laplace V'. Là, la question est la même. Hein. En gros, si je reprends un stylo rouge, si j'imagine un vecteur V que je veux faire tourner autour de V, autour de n d'un angle θ, eh bien, il va falloir que j'utilise ce quaternion et que je l'utilise avec une relation comme tout à l'heure, mais qui va être un tout petit peu plus compliquée, qui sera tout simplement que V', les coordonnées du vecteur tourné, ce sera égal à Q fois, alors c'est une multiplication dans l'espace des quaternions, hein, fois V fois Q bar. Et voilà pourquoi, en gros, on fait θ sur 2 avec Q et on refait θ sur 2 avec Q bar. Qu'est-ce que c'est que Q bar? Vous l'avez compris, je pense. Conjugué. C'est le conjugué. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, si vous prenez un objet, un vecteur qui permet de faire tourner donc, la direction, hein, n est un vecteur unitaire. Hein. Donc, vous définissez un vecteur de rotation unitaire, vous définissez un angle θ, vous prenez n'importe quel vecteur v de l'espace, vous faites bêtement votre multiplication par la gauche, par le quaternion, cos θ sur 2, n sinus θ sur 2. Vous refaites la multiplication par la droite avec le quaternion, où vous faites cos θ sur 2 et en fin de compte moins tout ça. Hein. Et le résultat sera le vecteur tourné. Et ceci mérite... Alors voilà pourquoi il y a du θ sur 2. Hein. Alors c'est, j'imagine, pas facile pour vous de voir ça, hein, mais c'est quand même le fondamental de cette histoire de quaternion, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tourner de façon beaucoup plus efficace qu'avec toutes les autres méthodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez SolidWorks, quand vous dessinez une pièce, que vous cliquez un premier point et que vous faites tourner votre géométrie, ce qu'il utilise pour faire tourner la géométrie, c'est des quaternions. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé que c'est le moyen le plus efficace en termes de temps de calcul pour faire des rotations. C'est pour ça que je vous l'introduis, parce que réellement, vous trouvez directement maintenant des capteurs. Donc, je parlerai par exemple d'un gyroscope. Le gyroscope, il peut vous sortir les 3 angles de l'air. En gros, il a 3 pins qui vont vous donner en temps réel du θ, du phi et du psi. Mais vous pouvez lui demander aussi de vous sortir les quaternions. Alors, comme vous voyez, ce qui est un peu particulier, c'est que la rotation de R3, toute rotation de R3 est représentée par un quaternion unitaire. C'est-à-dire que ce qu'il fallait trouver, ce qui a été compliqué pour le mathématicien, c'est de trouver qu'il ne fallait pas être dans un espace de dimension 4, dimension 3, il fallait être dans un espace de dimension 4 dans lequel on se restreignait au système de norme 1. C'était un peu la même idée d'ailleurs que dans le plan, hein. Exponentielle Iθ, c'est un module de 1, donc c'est bien ce qui conserve la longueur et ce qui permet de ne faire que tourner. Et ceci est le quaternion qui modélise la rotation et qui permet de façon la plus efficace possible de faire tourner des vecteurs. Alors on est d'accord que cette relation V' égale Q, V, Q bar, hein, il faut faire le petit changement, hein, c'est que si par exemple, je vais en mettre un tout petit peu plus et après on verra si on fait quelques petits exemples sur ce truc-là. Hein. Pour aller juste un tout petit peu plus loin, hein, si j'ai donc le vecteur V de coordonnées 1, 2, 3, je vais lui associer le quaternion V de partie réelle 0 et de coordonnées I plus 2J plus 3K. OK? Ça, c'est mon vecteur V. Il aurait fallu quoi pour avoir une partie réelle non nulle? Eh bien, qu'il soit un quaternion complet. Mais notre vecteur V, il n'a qu'une partie vectorielle, puisqu'il n'a que 3 composantes. Justement, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'il lui aurait fallu au vecteur V pour que la partie réelle soit non nulle? Ben, il ne peut pas. Un vecteur dans le des quaternions est obligatoirement... Si vous voulez, l'espace des vecteurs, tout vecteur s'écrit avec une partie réelle nulle. Puisque un vecteur va être l'image de la partie vectorielle d'un quaternion particulier qui sera tous les quaternions de partie réelle nulle. Et plus haut, ce qu'on a fait avec A1 et A2, en fait, c'est jamais réalisé?
Alors, si, ça c'est la loi générale, hein. Ceci, c'est la multiplication générale de deux quaternions. Mais si A1 et A2 sont quasiment toujours nuls. Mais non, parce que là, j'ai parlé de V. On va parler évidemment d'un angle θ. Donc, θ, je vais reprendre 45 degrés parce que j'aime bien les cosinus et sinus de 45. Et il va falloir qu'on construise Q. Et Q, je vais dire, par exemple, il faut tourner autour d'une certaine normale. Alors, cette normale, je vais la prendre unitaire et je vais prendre un truc très simple qui sera 1 sur racine de 3, facteur de 1, 1 et 1. Donc, vous êtes d'accord que ça, c'est un vecteur unitaire. Et donc, pareil, je vais maintenant construire Q. Qu'est-ce que c'est que Q? Ben, je vais un petit peu… Alors, 45, ce n'est pas une super idée. Qu'est-ce que je connais bien? 60. Excusez-moi, je fais une petite modification ici. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il faut que je calcule cos θ sur 2 et sinus θ sur 2. Hein. Donc, autant mettre 60 degrés ici, ça me permettra de faire le cosinus de 30. Hein. D'accord? Donc, je prends 60 degrés ici. Hein. Donc, que sera le quaternion Q? Bah, ça sera a priori cosinus de θ sur 2, donc cosinus 30. Cosinus 30, ça fait Racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Donc, ce quaternion qui modélise la rotation va avoir une partie réelle de racine de 3 sur 2 et une partie vectorielle qui sera donc sinus de θ sur 2. Donc, qui fera pour nous 1,5. 1,5 facteur de ça. Donc, ça veut dire qu'il va rester, alors je vais l'écrire comme ça, 1 sur 2 racine de 3, facteur du quaternion, I, pardon, excusez-moi, je ne mets pas de flèche sur le I. Je reviens à mon stylo. Non, pas la gomme. Voilà. Option du pointeur, stylé. Donc, ça sera I plus J plus K, et tout ça entre parenthèses. Voilà mon quaternion qui modélise la rotation. Ouais. Et maintenant, ce que dit cette magnifique formule au-dessus, c'est que pour calculer la rotation du vecteur 1, 2, 3 autour de l'axe bisecteur de 60 degrés, vous n'avez plus qu'à faire le produit de Q, qui est un quaternion complet, fois le quaternion V, et après vous rappliquez une deuxième fois la multiplication avec Q bar, qui sera tout simplement hein, moins I, moins J, moins K, hein, partie, ça sera le quaternion conjugué. Et par magie, vous aurez un quaternion qui sera un quaternion qui va s'écrire avec un 0 ici. Monsieur, ouais. Du coup, V', il a tourné de 60 degrés autour de V. Il a tourné, V' est l'image du vecteur V de 60 degrés autour de N. Vous voyez, c'est ce que j'ai représenté avec le petit dessin au-dessus. Hein. Et il est où V' là sur le petit dessin? Eh ben, je ne l'ai pas dessiné. Vous pourriez le dessiner s'il vous plaît, ça aidera à comprendre. Ouais, mais en 3D, le vecteur qui tourne de 60 degrés autour de ça… Ouais, bah justement, c'est pour ça que j'ai du mal. Bah oui, mais si vous voulez, on peut essayer de faire un dessin propre, on essaye de dessiner ça, hein, mais c'est pas facile, parce qu'on est en 3D, donc évidemment, il vaudrait mieux que j'utilise un logiciel pour avoir une vraie visualisation 3D. Hein. Mais ce que je cherche à faire, c'est que je vous laisserai finir le calcul, hein, tout simplement. Hein. C'est que ici, vous allez obtenir tout simplement quelque chose selon I, plus quelque chose selon J, plus quelque chose selon K. J'apprends un petit peu à jongler avec mes outils. C'est pas encore super fort, mais plus quelque chose ici selon K. Et ce que vous aurez ici, c'est les coordonnées de I selon la direction J et selon la direction K du vecteur V', que vous reconstruirez comme on a fait le passage d'ici à ici. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose que dans le plan. Hein. On passe d'un seul coup par un objet qu'on appelle les quaternions. Pour représenter les vecteurs, bah, ça fait ce qu'on appelle des quaternions à partie réelle nulle, hein, puisqu'évidemment, ils sont purement vectoriels. La rotation est un quaternion, hein, pour répondre à M. Elkawa. Hein, vous voyez que cette rotation, vu qu'elle a une partie réelle à cos θ sur 2, ben, elle fait apparaître racine de 3 sur 2 en partie réelle. On voit bien que la rotation 1 sur racine de 3, facteur de 1, 1, 1, est modélisée. Ici, on a un 1, ici, on a un 1, ici, on a un 1. Et le 1,5 vient évidemment de sinus θ sur 2.
Et maintenant, en appliquant cette formule, ça veut dire qu'on n'a plus qu'à faire le produit tel qu'il a été fait au-dessus. Hein. Je n'ai pas envie de faire le produit scalaire. Enfin, il faut appliquer les formules maintenant. Hein. Ouais. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait le produit scalaire avec les coordonnées IJ et K? Alors, on est d'accord qu'on pourrait repasser par l'expression qu'elle est 16. Sinon, on peut utiliser la première expression que j'ai utilisée en haut. Bon, je sens que vous accrochez là-dessus, donc je vais continuer un petit peu le calcul, hein, peut-être Ouais, pour merci. l'éclaircir. Hein. Donc, on a dit V'. Si je reprends cette formule, V' va être égal à Q étoile V. Donc, Q, c'est ce quaternion. Donc, racine de 3 sur 2. Monsieur, excusez-moi, juste la formule de V', là, elle n'est pas commutative, on ne peut pas bouger les Ah choses non, comme on veut. non, on peut pas commiter, non. Donc là, on a un truc qui s'écrit 1 sur 2 racines de 3 que je pourrais écrire comme un vecteur 1, 1, 1. Vous voyez, je reprends l'écriture comme donc partie réelle, partie vectorielle de mon quaternion. Hein. Donc ça, c'est Q. Qu'il va falloir que je fasse le produit avec V. V, je vais l'écrire comme celui-ci. Je vais écrire ça 0, 1, 2, 3. Et il va falloir que je fasse le produit avec le quaternion conjugué, qui sera tout simplement racine de 3 sur 2, partie vectorielle, je vais mettre un moins 1 tout simplement. Hein. Ici un moins, 1, 1 et 1. Je refais un tout petit peu de gomme pour essayer de remettre mon moins 1 un peu plus propre. Hein. Hop. Non, elle est comme ça la gomme. Ok. Et je le refais un tout petit peu mieux. Hein. Là, c'est moins 1, évidemment. Hein. Donc, si on exécute ce calcul, on peut commencer par faire le premier. Hein. OK. Alors, je peux prendre une nouvelle feuille? Non. Non, évidemment pas. Mais monsieur, ça, on va le voir en maths ou pas? Non. Non, non, les quaternions ne font pas partie du programme mathématique que vous allez faire. Et ils Donc, font partie du programme de SI? Non plus. Non plus, ils ne sont pas encore au programme. J'en ai parlé avec l'inspecteur en lui disant que ça serait une bonne idée, mais ils n'y sont pas encore prêts, a priori, même si, comme je vous disais, pour moi, la plupart des systèmes modernes permettent ce genre de calcul et le font. Hein, je veux dire, c'est pas aussi un plaisir mathématique, même si c'en est un, puisque c'est quand même très joli comme objet. Indépendamment de cet aspect joli, hein, qui est quelque chose, on va dire, un peu moins important pour nous. Hein. Ce qui est important, c'est surtout que c'est vraiment utilisé. Hein. C'est vraiment un objet de calcul, hein, de rotation. Hein, comme je vous disais, faites tourner une géométrie dans SolidWorks, hein, vous utilisez les quaternions sans le savoir. OK. Donc, si je reprends, ne serait-ce que là, alors je vais essayer d'écrire tout petit pour… donc, je dois faire le produit de ce quaternion par ce quaternion-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ceci allait donner un quaternion. On fait le produit scalaire des parties réelles. Donc, on va avoir racine de 3 sur 2 fois 0. Donc, on va faire 0. Moins le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc, il va y avoir une partie réelle qui va apparaître, qui sera moins. Si je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs, je vais avoir donc 1 plus 2 plus 3, qui est le produit de 1 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 3, qui va me faire 6 sur 2 racines de 3, qui doit pouvoir simplifier en moins racine de 3. Sinon, monsieur, vous ne voulez pas écrire en haut en effaçant le début? Si. Parce que là, ça sera difficilement lisible. C'est ça. Donc, excusez-moi. Alors ça me pose problème. OK. Donc, j'efface ici. Et alors, OK. Et ce que j'aurais bien aimé faire, c'était faire un copier-coller de ce truc-là. Je me mets une nouvelle diapositive. Enfin bon, je ne vais pas perdre du temps là-dessus parce que je vois qu'il me reste que 30 minutes. Je vous le laisse faire. Hein. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que d'appliquer ce qui est au-dessus, de savoir faire des produits scalaires et des produits vectoriels, et de le faire deux fois. Hein. Vous le faites une fois sur ce premier multiplié, une deuxième fois sur ce deuxième multiplié. Vous aurez normalement un quaternion à partie réelle nulle, et ce quaternion sera l'image de la rotation du vecteur V par une rotation autour de l'axe N d'un angle 60 degrés. Carré. Corentin, j'écoute. Oui.
Non, j'ai vu qu'il y avait un truc levé la main, donc vous avez vu, j'avais commencé à le faire. J'ai pas envie de le faire, on va perdre trop de temps avec ça, hein. J'ai beaucoup trop de choses de prévues. À la limite, faites-le, hein, et regardez ce que donne le calcul. Et à la limite, faites des cas simples, hein, et comprenez comment cette mécanique fonctionne, quoi. Ouais. Alors, je vais passer sur la suite. Donc, ça clôture un peu. On y mettra peut-être plus les mains dans le cambouis. Comme je disais, j'irai peut-être finir ça. Je donnerai le résultat. Je rappelle que vous aviez à faire un petit peu de travail sur des chaînes ouvertes. Je vais aller très vite avec ce point-là, hein. Donc, on avait commencé ensemble en disant il faut définir le torseur cinématique dans la chaîne ouverte du manège par la liaison pivot glissant d'axe OZ0. Hein. Donc, lambda.Z0 est la vitesse du point A ou du point O dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Psi.Z1 est la vitesse de rotation oméga 1, 0, parce que c'est psi le paramètre de position angulaire de 0 par rapport à 1. Je vous avais dit, tout simplement, on va faire de façon évidente le vecteur, le torseur cinématique de 2 par rapport à 1, qui lui aussi a un vecteur vitesse nul. Hein. Je vous rappelle que ça sera VB de 2 par rapport à 1. Hein. Mettre un petit peu des choses. Hein. Ça, je rappelle évidemment que c'est le vecteur vitesse du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 1, et que ceci est évidemment le vecteur vitesse de rotation de 2 par rapport à 1. Même chose pour V32, où on obtient phi.z2. À chaque fois, l'axe du vecteur vitesse de rotation, c'est la normale au plan où est défini l'angle. Donc ceci, on l'avait fait ensemble la dernière fois. Je rappelle après, alors ça c'est juste pour montrer l'aspect torseur, hein, c'est que dire que ce vecteur vitesse est comme ça montre simplement que tous les vecteurs de la droite OA sont sur ce qu'on appelle l'axe central du torseur cinématique. Hein. C'est bien un endroit où vecteur vitesse et vecteur vitesse de rotation sont collinaires. On voit très bien que si on change de point, qu'on calcule par exemple V de B, on retrouve V de A et auquel on rajoute BA vectoriel oméga, d'où le vecteur vert qui est un vecteur tordu par rapport au vecteur rouge initial V1, 0, d'où le nom de torseur cinématique qu'on donne à ces objets. Vous, ce que vous aviez à me faire, c'était ça. C'était les changements de points. Donc, on obtient de façon assez simple VD32 égale VC32 plus DC vectoriel oméga 32. Ceci donne évidemment C phi.Y3. C rayon phi. Vitesse de rotation Y3, la bonne direction. Lorsqu'on fait le changement de point entre D et B, on a DB vectoriel oméga 2,1 à calculer qui nous fait apparaître θ point, facteur d'un vecteur qui est BY2 plus C sinus phi Z2. Et lorsqu'on fait le changement de point pour le torseur de 1 par rapport à 0, on obtient VD1,0 égale VB1,0, hein, que j'avais calculé auparavant, plus DB vectoriel oméga 1,0. Ceci permet d'avoir le grosse expression qui est en dessous, hein, qui dépend évidemment. Alors, je vais plutôt mettre. Alors, pourquoi? Ok. Je vais plutôt mettre un petit peu de rouge. Hein. Je vous rappelle que ça, c'était la vitesse de translation, hein, lambda.z1, qui était évidemment celle qui entraînait tous les points. Et évidemment, il y a une deuxième composante qui dépend de psi point et d'un certain rayon qui est assez compliqué. Hein. Vous voyez, on obtient moins A, moins B, sinus, enfin moins B, moins A sinus θ x1, plus C cosinus phi y1, moins C sinus phi cosinus θ x1. OK. Et évidemment, alors je ne vais pas l'écrire, mais on pourrait très bien le faire, il va falloir le faire. On peut en déduire que VD30, c'est égal à VD32 qu'on a calculé, plus VD21 qu'on a calculé, plus VD10 qu'on a calculé. Ça veut dire que si je reviens, vous faites la somme de ça, plus ça, plus ça, et vous obtenez VD32, qui est une expression dépendant de 4 paramètres cinématiques. C'est une chaîne ouverte avec 4 degrés de liberté. Hein. Phi point, θ point, psi point et lambda point. Donc voilà pourquoi la vitesse est aussi complexe. Alors, je rappelle, juste pour faire un peu de vidéo. Pardon? Vous pouvez le remettre un tout petit peu, s'il vous plaît. Ah? Ouais, merci beaucoup. J'imagine. Hein. Donc, c'est des calculs, hein, ça n'a aucun intérêt que je les fasse avec vous. Hein, c'est à vous de les faire et d'apprendre à les faire. Hein. Surtout, je vais vous laisser l'accélération à faire pour mercredi. Donc, la dérivée de cette magnifique expression. Hein. Il faut mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir apprendre à faire de la cinématique. Hein. Donc, je passe à la suite, c'est bon? Oui, merci.
Donc, on a dit, on sommera pour avoir VD3,2. Je regarde un petit peu le sens physique. VD3,2, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse d'entraînement du point D, qui est ici, dans le mouvement par rapport à 2. Donc, c'est évidemment un vecteur qui est collinaire à Y3, qui s'appelle VD3,2. Vous voyez, ici, on a une orthogonalité dans l'espace. Donc, on comprend bien que ça a un sens physique. C, c'est la distance entre C et D. Phi point, c'est la vitesse de rotation. Et Y3, c'est bien tangent à la trajectoire. Si on continue, on peut faire la même chose pour VD de 1, dont on s'aperçoit qu'il est la somme de B θ point Y2 plus C sinus phi θ point Z2, ce qui fera normalement un vecteur que je peux dessiner comme ceci. Et ceci, ce sera évidemment la vitesse du point D dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Donc cette fois-ci, on imagine que cette liaison pivot entre 3 et 2 est bloquée et qu'on fait tourner θ. C'est pour ça qu'évidemment, il n'y a que θ point qui apparaît. θ point, il va dépendre de la distance BC, qui s'appelle petit b, et il va dépendre de la valeur de C sinus phi. Et voilà pourquoi on retrouve ça. Et enfin, cette fois-ci, je ne l'ai pas dessiné, on peut imaginer qu'on bloque cette liaison pivot-là, on bloque cette liaison pivot-là, et on fait bouger la liaison pivot glissant entre 0 et 1. Et on obtient évidemment un lambda point Z1. En gros, on va pouvoir faire monter ce point verticalement grâce à la montée en lambda point ici. De plus, le fait de faire tourner grâce à psi point cette liaison pivot, un peu mieux mon psy, vous voyez bien qu'ici, il y a une distance du point D à l'axe qui est un petit peu complexe, d'où la complexité évidemment de ce truc-là, qui nous permet d'obtenir la vitesse de D dans le mouvement de 1 par rapport à 0. D'accord? Et enfin, on aurait pu obtenir ce résultat en utilisant la dérivation vectorielle. Je vous rappelle que la difficulté dans la dérivation vectorielle, elle n'est pas dans les chaînes ouvertes, elle est dans les chaînes fermées. Ça veut dire qu'ici, on va dériver ça en considérant le mouvement de 3 par rapport à 0. Ça veut dire qu'on va considérer que les 4 variables, psi, lambda, alors attendez, je les reviens. Donc, on a psi, lambda, θ et phi. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, on va dériver l'ensemble de ces 4 valeurs et c'est ce qui va faire apparaître du lambda point Z0. Quand on va dériver Y1, c'est ce qui va faire apparaître du psi point. Lorsqu'on va dériver Z2, ça va faire apparaître du psi point et du θ point. Lorsqu'on va dériver X3, ça va faire apparaître du phi point. Et d'où le fait qu'on obtient exactement le même résultat, mais qu'on utilise la dérivation vectorielle. Je vous rappelle que la dérivation vectorielle, on l'utilise surtout dans le fait, si le vecteur U est un vecteur de la base J, on peut dire qu'évidemment, ce truc-là, ça fait 0. Donc en gros, quand je veux appliquer la dérivation vectorielle à Y1, je veux faire dy1 sur dt dans 0, je dis que dy1 dans dt par rapport au temps dans 0, c'est dy1 sur dt dans 1 plus oméga 1, 0, vectoriel y1, et ainsi de suite. Alors je rappelle cette technique parce que vous n'aurez pas le choix. Pour calculer l'accélération, il va falloir dériver tout le gros vecteur vitesse. Donc du papier, des crayons, de la rigueur, et on est parti. Je vais faire une dernière remarque. Vous remarquez que je n'ai jamais projeté les vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse de 2 par rapport à 1 était exprimé dans la base 2. Le vecteur vitesse de 3 par rapport à 2 était exprimé dans la base 3. Et le vecteur vitesse de 1 par rapport à 0 était exprimé dans la base 1. Je n'exprime surtout pas toutes les composantes dans le même repère parce que ça va me donner encore plus de complexité. Toujours rester dans la base où c'est le plus simple. Mais comment on additionne tous les vecteurs du coup Comment ça? Comment on additionne? Quand on additionnera les vecteurs de… ils sont additionnés. Je veux dire, on peut très bien x1 plus x2 plus y3, ça a un sens. Le tout, c'est que jamais on va avoir à faire le PFD et projeter tout ça dans le même repère. D'accord. Voilà. Une problématique classique qu'on peut trouver, par exemple, sur les structures robotisées ouvertes, c'est de se dire, on va essayer de trouver les couples moteurs qu'il va falloir mettre dans les pivots pour que le robot fasse les lois de mouvement imposées. Et ça veut dire qu'on n'utilisera, par exemple, qu'une seule équation, l'équation de moment autour de la direction BX2, ça signifiera qu'on simplifiera ce résultat, Mais tant qu'on fait que de la cinématique, on essaie de rester dans les bases où le résultat est le plus simple possible. OK ?
Donc ça, c'est pour les chaînes ouvertes. Hein. À vous de vous entraîner. J'espère que vous avez fait les calculs de vecteur vitesse pour aujourd'hui. Je vous demande pour mardi, je demanderai certainement à quelques-uns de me le faire sur feuille, comme vérifier un peu le travail. Pour mardi? Pour mercredi, oui. Ah Oui, oui, parce parce que qu'on a 2 j'ai- fois 2 heures en ce moment. Donc pour moi, c'est bien de faire 2 heures de cours le lundi, après 2 heures de TD, plus exactement le mercredi. Et du coup, c'est quoi que vous voulez qu'on fasse? L'accélération. Je veux Ok, que vous me merci. calculiez ça. Ce qui était l'objectif dans un manège, c'est de connaître l'accélération, un peu comme pour la centrifugeuse, l'accélération d'une personne qui sera placée en D dans le manège, dans le référentiel donc, de son siège par rapport au référentiel galiléen qui sera certainement 0. Donc, ça veut dire calculer la dérivée de VD par rapport à VD3,0 par rapport à 0. Donc, la grosse expression que vous avez avant, il faut la dériver par rapport au temps pour avoir l'accélération. Et si je vous fais faire ça, c'est principalement parce que vous allez remarquer que ce n'est pas si compliqué que ça, le résultat, si vous le structurez un peu, accélération normale, accélération tangentielle. Je peux vous donner le premier terme, ce n'est pas le plus dur. Il y aura évidemment un terme qui sera lambda seconde Z0. OK ? Alors celui-là, c'était le plus simple, parce qu'on a vitesse. Dans le cas des mouvements de translation, c'est là où c'est tout simple. Le mouvement de translation est paramétré par lambda, donc évidemment la vitesse c'est lambda.z0, donc l'accélération c'est lambda seconde z0. Tous les mouvements de translation, ça se fait bien. C'est évidemment pour les termes d'accélération en rotation où il va y avoir un terme d'accélération normale et accélération tangentielle. OK ? Donc on passe à la suite. Voilà ce qu'on appelle un joint de cardan. Un système mécanique est une chaîne fermée. Vous voyez bien qu'on passe du bâti 0 à la pièce 1, de la pièce 1 à la pièce 3, de la pièce 3 à la pièce 2 et de la pièce 2 à la pièce 0. Donc ceci forme bien, alors je vais griffonner un petit peu. Vous voyez ici, je passe sur cette pièce, sur cette pièce, sur cette pièce, et là je reviens sur le bâti. Donc là j'étais sur le bâti, là je suis revenu sur le bâti. Cette structure-là est bien ce qu'on appelle une chaîne fermée. Et cette chaîne fermée, elle est très utilisée en transmission de puissance. Alors, je ne vais pas passer la vidéo parce que ça passe très mal, mais je vais reciter ce qu'avait dit M. Delage. Vous en verrez beaucoup dans le machinisme agricole. C'était bien Delage, non? Oui. C'est moi, monsieur, qui lit ça. Et bien voilà, voilà votre exemple que j'ai utilisé pour essayer de montrer que modélisé par une rotule à bois et une rotule à doigt, pardon, pas une rotule à bois, vous avez souvent ce qu'on appelle des prises de force, c'est-à-dire l'arbre du tracteur, qu'il soit électrique ou thermique, donne une vitesse de rotation à l'arrière et cette vitesse de rotation est utilisée pour entraîner, fournir une prise d'énergie mécanique pour les accessoires que vous pouvez traîner derrière un tracteur. Par exemple, ici, vous avez un exemple d'une botteleuse et le fait qu'il y ait 2 joints de cardan, on va pouvoir transmettre la vitesse de rotation qui est ici à la botteleuse, malgré le fait qu'il y ait des déclivités différentes ou bien que le tracteur soit en virage. On voit une autre utilisation ici avec un semoir qui peut être relevé ou baissé, ou la transmission d'énergie mécanique, on est dans la transmission, dans la chaîne d'énergie, peut se faire à différentes hauteurs du semoir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce système? Alors, on n'est évidemment pas dans une chaîne plane. Donc, ce qu'on doit faire, c'est, on ne peut pas écrire de fermeture linéaire et fermeture angulaire. On doit tout de suite écrire la fermeture torsorielle, c'est-à-dire dire que le torseur de 0 par rapport à 0 est égal à 0. Et on va dire que 0 par rapport à 0, c'est 0, 1, plus 1, 3, plus 3, 2, plus 2, 0. Ouais, on va écrire la somme des torseurs. Donc, on commence par le premier torseur. Je les écris rapidement. Donc, c'est θ point x1. Le deuxième qui ne nous intéresse pas, c'est une pivot glissant. Le troisième, j'irai θ.2y qui nous intéresse. Et je crois qu'évidemment, j'ai fait une bêtise, donc je reviens au premier. Là, il me manque un petit 1. Je revérifie dans le paramétrage. Hop, l'angle d'entrée s'appelle θ1. C'est la rotation de 1 par rapport à 0 qui se fait ici. Donc là, on a θ1 qu'on impose. Et on se pose des questions sur la variable de sortie, qui est évidemment θ2, qui est ici. Entre le repère de 2 et le repère de 0. Repère 0, c'est x, y, z. Alpha est une constante, c'est l'angle de brisure. Vous allez vous dire où sont définis θ2, 3, etc. Ils ne sont pas définis réellement précisément, puisqu'on n'en aura pas besoin.
Ça fait partie de ces exercices où on ne fait comme dans la pompe à piston axiaux. On ne paramètre pas tout puisqu'on n'en a rien à faire de ce qui va se passer dans cette pivot glissant et de ce qui va se passer dans cette pivot glissant. Donc, je reviens ici. Donc, mes deux premiers torseurs, θ.x1, 0 au point O. Le deuxième torseur, toujours exprimé au point O. On se met sur l'axe et comme les points sont les mêmes, ça nous évitera d'avoir à écrire des changements de points. Le troisième torseur cinématique, θ.2 qui nous intéresse, V2,0 qui ne nous intéresse pas beaucoup. Le troisième torseur cinématique, θ.23, hein, donc je l'avais dit, hein, celui-ci ne m'intéresse pas beaucoup. Et enfin, on va écrire ce qu'on appelle la relation de composition des vecteurs vitesse de rotation. Donc je vous rappelle qu'elle pourrait s'écrire assez facilement. Alors ceci, ça doit être oméga 1, 0, plus oméga de 0 par rapport à 2, plus oméga. Alors, de 2, alors ça j'ai un 2, donc il suffirait. Alors attendez, je vais les retrouver comme ceci. Et là, il me manque un beau 0. Et là, il me manque quoi pour avoir 0? Donc là, j'ai un 3, donc là, il me manque la pièce 3. Et là, vu que j'ai commencé par 1, je finis par 2. Et ça doit être bon. Ouais. D'accord? Donc là, je n'utilise que la composition des vecteurs vitesse de rotation. Hein. Donc, je vais dire que oméga 1, 0 plus oméga 0, 2, ça fait évidemment oméga 1, 2. Et j'ai sommé ça avec oméga 2, 1. Donc, évidemment, la somme oméga 1, 2 plus oméga 2, 1, ça fait 0. Hein. On voit bien que celui-ci fait apparaître ce terme-là. Hein. Celui-ci, c'est ce terme-là. Hein. Celui-ci, c'est moins, et ce terme-là, ici. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir la loi entrée-sortie cinématique de ce mécanisme, c'est-à-dire d'exprimer θ.2, notre sortie, en fonction de θ.1, notre entrée. Sachant qu'on a deux variables qui ne nous intéressent pas, que sont θ.31, voilà pourquoi on l'a appelé aussi grossièrement, et θ.23, qui ne nous intéressent pas non plus. Monsieur? Ouais. Est-ce que vous pouvez remontrer les torseurs une seconde, s'il vous plaît? Bien volontiers. Donc, voici les deux torseurs des deux pivots glissants. Donc, on a dit ça, c'est notre entrée. Celle-là, elle ne nous intéresse pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a fait un paramétrage classique en oméga 23, V23, hein, comme on ferait classiquement pour une pivot glissant. Même chose pour celui-ci. Donc, celui-ci, c'est notre entrée qui nous intéresse. Hein, c'est le mouvement de la vitesse d'entrée qu'on va imposer. Celui-ci, qui est une pivot glissant qui ne nous intéresse pas beaucoup, donc qui est dans la direction A1. Vous voyez, hein, j'insiste sur le fait que quand vous mettez les caractéristiques géométriques d'une liaison, hein, le point O et la direction A, hein, je vais mettre un petit étoile ici, hein, vous retrouvez le point O ici et évidemment la direction dans le torseur. Hein, il y a une sorte de bijection entre les caractéristiques géométriques et évidemment l'écriture du torseur. C'est ce qui fait que quand vous prenez des bonnes habitudes, et ben, normalement tout se passe bien sans trop avoir à réfléchir. Donc pareil, hein, je vais vous laisser sur un petit peu de travail. Hein. Donc, une fois qu'on a écrit cette relation, on sait quel est notre objectif. Notre objectif, c'est de se débarrasser. Je change un petit peu de couleur pour qu'on comprenne bien les choses. Il faut se débarrasser, évidemment, de ce terme-là et de ce terme-là. Donc, le θ.31, on ne le veut pas. C'est une sorte de variable interne. Le θ.23, on ne le veut pas. C'est encore une variable interne. Donc, l'idée, c'est assez simple. C'est que ceci est une équation vectorielle, cette fois-ci, qui est dans R3. Donc, on a de grandes chances de pouvoir faire apparaître trois équations scalaires. Et dans ces trois équations scalaires, on espère en avoir une qui va nous permettre de nous libérer de θ.31 et de θ.23. Je donne une indication. Hein, ceci se passe très bien si vous faites des projections dans la direction X1, Y et A1. Monsieur, ouais. Si on fait une projection selon le produit vectoriel de A1, A2, ouais. On enlèvera les deux vecteurs. Ouais, tout à fait. Oui, non, mais il y a d'autres techniques. Hein, j'en propose une. Je ne dis pas que toujours. Elle mène tout à Rome d'une certaine façon, mais de façon plus ou moins longue. D'accord? Alors, je vais quand même montrer un tout petit peu le résultat attendu, hein, puisque vous l'avez dans le
Donc, la fonction, hein, donc en gros, là, on va devoir trouver une magnifique fonction donc, qui sera évidemment une fonction que de la variable d'entrée. Hein. Ça sera le rapport de la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée qui sera une fonction du paramètre d'entrée θ1. Donc ça, vous devez le trouver. Et quand vous l'aurez trouvé, bah, vous allez faire une application où vous allez pouvoir tracer cette fonction θ.2 sur θ.1 pour un alpha fixé. Alpha, c'est ce qu'on appelle l'angle de brisure. C'est l'angle qui existe entre la pivot d'entrée, celle qui fait tourner θ1, et la pivot de sortie, celle qui fait tourner θ2. Et donc, lorsqu'on trace cette fonction pour cette valeur, hein, ça donne une fonction un petit peu oscillatoire. Alors, elle a plusieurs particularités. Hein. Comme vous voyez, elle oscille un petit peu autour de 1. On va pouvoir prouver qu'en gros, sa valeur moyenne sur un tour est de 1. C'est-à-dire que si on fait l'intégrale de cette fonction, les parties basses qui sont ici contrebalancent exactement. Donc là, je le fais sur un tour entier, hein, θ égale 2π. Hein. Contrebalance exactement la surface ici. Ce qui est tout à fait logique par rapport à la simulation. Hein. On verra que, évidemment, si je fais un tour d'entrée, j'obtiens un tour de sortie. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un phénomène de décélération, accélération, décélération, accélération, et ainsi de suite. En gros, il n'y a que ces points où on a ce qu'on appelle l'homocinétisme. Ça veut dire qu'on a la vitesse d'entrée qui est égale à la vitesse de sortie. Sachant que, si je reviens ici, cette fonction qui est une fonction de θ1, hein, je suis désolé, je vais faire une petite correction. Alors ça, je me plante à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, et que j'enlève ça, pour repasser à mon pointeur et dire qu'en gros, dedans, il y avait un paramètre alpha. Hein. Et ce paramètre alpha, on l'avait fixé à une certaine valeur qui était de 30 degrés, histoire d'avoir tracé une courbe plane. Mais ce que je peux faire, et c'est aussi quelque chose de sympathique, hein, je vous le montrerai un petit peu mieux la prochaine fois. Donc là, je fais ça, conserver. C'est bon, OK. J'appelle mon petit ami MATLAB. Alors là, vous devez voir, hop, je peux avoir ça. Hein. Bon, voilà. Envoie une tente, monsieur. C'est ça, c'est ça. Il y a une lumière dans la tente? Et où? Oui, c'est allumé. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, ce que vous voyez là, c'est évidemment une surface. Hein. Donc, c'est cette loi entrée-sortie géométrique, mais vue cette fois-ci comme un paramètre. Donc, vous voyez ici alpha, l'angle de brisure, θ1, l'angle d'entrée, et le rapport θ.2 sur θ.1. Et vous remarquez qu'en gros, quand l'angle de brisure est de 0, alors je peux passer d'une à l'autre. Hein. D'accord, pas tant que ça. Alors, elles sont OK. Donc, je reprends l'autre qui est un peu plus facile. Alors, je devrais pouvoir la faire tourner. Pourquoi je ne la vois pas l'autre? Voilà. Monsieur... Celle-là est un peu plus facile à voir. Vous la voyez cette fois-ci? Ouais. Oui. Donc, là, ce que vous voyez, c'est qu'évidemment, quand l'angle de brisure alpha vaut 0, vous voyez ma souris aussi? Oui. Ouais, c'est ça, vous voyez tout mon écran, c'est ça, ce qui est assez pratique. Quand l'angle de brisure est à 0, le rapport θ.2 sur θ.1, c'est tout simplement 1. En gros, quand les deux liaisons pivots sont en face, évidemment, il n'y a ni accélération ni décélération de l'arbre de sortie par rapport à l'arbre d'entrée. À l'inverse, plus on augmente l'angle de brisure, plus il y a ce phénomène d'ondulation qui apparaît, qu'on voit très bien ici, hein, ou qu'on voit très bien sur cette figure-là aussi. Donc celle-là, ça doit être la même. Exactement. Vous avez compris. Et là, ça doit être la même. Donc, vous voyez, ça et ça, c'est la même vision. Hein. On a simplement changé un peu le code couleur. Hein, et là, on l'a fait en symétrique. Hein. Donc, évidemment, c'est symétrique. Hein. En alpha, hein, si je change. Et donc, voilà le résultat que vous devrez obtenir une fois que vous aurez fait tous vos calculs. D'accord? Donc, nous en arrivons presque au bout du temps imparti. Alors, on peut le faire tourner, hein, ça. J'ai pu retrouver mon script. Hein, une fois que je l'aurai refait. Au fait, monsieur, l'angle de brisure, il est en radian? Ouais. Ok. Tout à fait. Ce qui fait qu'on va voir que, grosso modo, il y a une singularité en alpha égale 90. Hein.
Ça veut dire simplement qu'on va pouvoir assez facilement montrer. Hein. Ça va vous aider aussi si je remets le PowerPoint rapidement. Vous allez pouvoir voir que, alors, dans cette courbe-là, oups, c'était pas ce que je voulais. Dans cette courbe-là, on va voir qu'il y a une. Je le remets en noir. Ici, il y a un minimum qui devrait être en cosinus de alpha. Donc ça serait le point du minimum. Et il y a un maximum ici qui est en 1 sur cosinus alpha. Donc vous voyez bien que quand alpha va tendre vers 90 degrés, cosinus alpha va tendre vers 0. Autant pour le point bas de cette courbe, ça veut dire qu'il va tendre vers 0, autant pour le point haut, il va tendre vers plus l'infini. Donc en gros, ce n'est pas possible pour un cardan d'avoir 90 degrés d'angle de brisure. Dans la réalité, même 30 degrés, c'est un angle à ne pas trop dépasser. Hein. Si on augmente trop, ça fait des couples qui sont à l'image des vitesses, hein, quand vous êtes à transmission de puissance constante. Hein. Donc ça veut dire que ça monte un couple beaucoup plus grand et on verra un petit peu ce que ça donne dans des simulations. Et c'est quoi la vidéo que vous vouliez qu'on regarde mais qui passe pas? Alors, on peut la lancer rapidement si ça se lance pour vous. Hein. Je vais vous la lancer. J'aurais pu. Donc là, normalement, elle se lance ici. Non, mais vous auriez pu juste nous envoyer le lien. Attendez 2 secondes. Je vous la mets en en lien ici, partager, copier. Je vous la mets dans le chat ici. Vous pouvez l'écouter cette fois-ci, il y a du français. Hein. Je la passe rapidement ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, voici un joint de cardan. Hein. Donc, vous pouvez ouvrir la vidéo. Donc, vous voyez la pivot d'entrée, la pivot de sortie et les publicités. Donc, vous voyez que le joint de cardan est formé d'une pièce un peu fondamentale qu'on appelle la croix. Hein. C'est la pièce dont les extrémités sont vertes et rouges. Évidemment, il y a une pivot d'entrée, une pivot de sortie et 2 pivots glissants intermédiaires. Hein. Donc, cross, la croix, hein, le yoke, je ne sais pas du tout comment je traduirais ça. En français, pour moi, c'est l'arbre d'entrée. Hein. Et ce que vous allez voir, c'est que tout simplement, évidemment, quand l'angle de brisure est nul, eh bien, la rotation est dite homocinétique, c'est-à-dire que la vitesse d'entrée est égale à la vitesse de sortie. Ce qui est quand même très sympathique quand on veut, par exemple, mesurer. Hein. Vous voyez, ici, on a oméga in égale oméga out. Donc, évidemment, ceci est un cas particulier qui n'arrive jamais parce que ce n'est pas très intéressant d'avoir un joint de cardan non brisé. Et là, vous avez un joint de cardan brisé dans lequel on met une vitesse constante d'entrée. Hein. Eh bien, on obtient en sortie une vitesse qui n'est pas constante. Pour l'aspect, on va dire, pratique, hein, on l'avait dans les salles du lycée. Hein, c'est ce que vous avez au niveau des stores. Vous voyez, avec la tige que vous manipulez du store, hein, elle vous permet eh bien, de pouvoir tourner. Si vous tournez à vitesse constante, vous verrez que la vitesse de descente du store n'est pas constante. Et ceci à cause d'un seul phénomène, le phénomène de non-homocinétisme du joint de cardan. Donc, vous allez voir vers le moment de... Alors, ce n'est pas la fin de la vidéo, hein, je l'accélère un tout petit peu. Hein, donc, vous voyez ici la relation loi entrée sortie géométrique, où on vous montre simplement que l'angle a augmenté et que l'angle a diminué ensuite. Et après, vous allez retrouver la loi entrée-sortie cinématique hein, vers 3 minutes, hein, qui est celle que vous devez trouver théoriquement. Vous allez trouver l'équation de la courbe rouge. OK ? Je termine ça. J'échappe aussi à ceci. Arrêtez le partage d'écran. Nous revoici tous. Vous voyez comme ça un petit peu. Bon. Y a-t-il des questions ? Non, ça va ? Bon, ben, je vous souhaite bon travail jusqu'à mercredi. On se revoit mercredi de 16h15 à 18h15. Là, vous avez un petit quart d'heure de pause. Vous avez vu, on a mis au point voilà, de quoi vous permettre un peu de souffler. Et je respecte donc précisément les horaires hein, pour que Madame Potin puisse faire son heure bien correctement aussi. Bon, je vous remercie d'avoir été présent.
Merci. Et Merci. je vous souhaite Merci. encore bon courage hein, pour cette période un peu troublée, mais on essaie de faire au mieux. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.